Une femme a gouverné Rome pendant que l'Empire s'effondrait. Pas une impératrice au sens traditionnel, pas une conquérante qui a pris le pouvoir par la force, mais une survivante qui a navigué à travers les catastrophes, les invasions, les trahisons, et qui a maintenu l'autorité impériale quand tout semblait perdu. Pourquoi son nom est-il si peu connu ? Comment une princesse romaine est-elle devenue reine des Wisigoths, puis régente de l'Empire d'Occident ? Qu'est-ce que son histoire nous révèle sur la chute de Rome, cette chute que nous imaginons toujours comme brutale, alors qu'elle fut lente, complexe, remplie de compromis et de survie ? Et pourquoi les femmes qui ont exercé le pouvoir dans ces moments cruciaux disparaissent-elles si facilement de notre mémoire collective ? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite un agréable visionnage. Installez-vous confortablement, car nous allons traverser l'un des moments les plus fascinants et tragiques de l'histoire romaine. Imaginez Rome à la fin du IVe siècle de notre ère. Ce n'est plus la ville triomphante des Césars. Les empereurs ne résident même plus à Rome. Ils gouvernent depuis Milan, ou Ravenne, ou Constantinople. Les palais du Palatin tombent lentement en ruine. Les aqueducs fonctionnent encore, mais certains nécessitent des réparations constantes que personne ne finance vraiment. Les arènes accueillent toujours des jeux, mais moins fréquents, moins somptueux qu'autrefois. La population de la ville a chuté. D'1 million d'habitants à son apogée, Rome compte peut-être 600 000 âmes. Les quartiers entiers sont abandonnés. Des vignes poussent entre les colonnes des temples désaffectés. L'Empire lui-même ressemble de moins en moins à l'Empire de Trajan ou de Marc Aurèle. Depuis 285, il est divisé administrativement en 2 parties. L'Empire d'Orient, gouverné depuis Constantinople, riche, stable, grec dans sa culture. L'Empire d'Occident, théoriquement gouverné depuis Milan ou Ravenne, pauvre, instable, latin, mais de plus en plus barbare dans sa composition. Les 2 empires ont des empereurs différents, des armées différentes, des administrations différentes. Ils coopèrent parfois, mais se méfient souvent l'un de l'autre. Les frontières de l'Occident sont poreuses. Les légions ne sont plus composées de citoyens romains. Ce sont des fédérés barbares, des mercenaires germaniques, des alliés goths ou vandales qui portent l'uniforme romain mais gardent leurs coutumes, leur langue, leur loyauté tribale. Les généraux les plus puissants sont souvent eux-mêmes d'origine barbare. Ils portent des titres romains, magister militum, commandant en chef, mais ils pensent comme des chefs de guerre germaniques. C'est dans ce monde fragile que naît Galla Placidia, probablement en 388 ou 389 de notre ère. Son père est Théodose Ier, empereur d'Orient qui règne aussi temporairement sur l'Occident après avoir vaincu l'usurpateur Maxime. Théodose est le dernier empereur à gouverner un empire romain réunifié. Le dernier à avoir l'autorité et la force pour imposer sa volonté sur tout le monde méditerranéen. Il est aussi un chrétien fervent, l'empereur qui a fait du christianisme nicéen la religion officielle et obligatoire de l'Empire. La mère de Galla Placidia s'appelle Galla, la seconde épouse de Théodose. Une femme de la haute aristocratie romaine, fille de l'empereur Valentinien Ier. Elle meurt quand Placidia est encore très jeune, peut-être en couche, peut-être de maladie. Les sources ne précisent pas. L'enfant grandit donc dans la cour impériale, entouré de servants, de tuteurs, de gardes. Mais sans mère. Son père est occupé à gouverner l'Empire, à combattre les usurpateurs, à définir l'orthodoxie chrétienne. Il a peu de temps pour une fille. Placidia a 2 demi-frères, Arcadius et Honorius, les fils de la première épouse de Théodose. Arcadius est l'aîné, faible de caractère mais destiné à l'Orient. Honorius est plus jeune, encore plus faible, destiné à l'Occident.
Quand Théodose meurt en 395, ses 2 garçons deviennent empereurs. Arcadius à Constantinople, Honorius à Milan puis Ravenne. Ils ont respectivement 18 et 11 ans. Aucun des deux n'est capable de gouverner réellement. Placidia, elle, n'a que 6 ou 7 ans. Elle est princesse impériale, mais que signifie ce titre pour une petite fille ? Elle vit dans le luxe, certes. Ses appartements sont décorés de mosaïques, ses robes sont de soie brodée d'or, ses repas sont servis dans de la vaisselle d'argent. Mais elle est aussi une orpheline, dépendante de la volonté de ses demi-frères, ou plutôt de ceux qui gouvernent en leur nom. En Occident, le véritable maître est Stylicone, un général d'origine vandale, marié à la nièce de Théodose, nommé tuteur d'Honorius par l'empereur mourant. Stylicone est un homme capable, ambitieux, pragmatique. Il maintient l'empire occidental ensemble par la force de sa personnalité et de son armée. Il combat les Wisigoths d'Alaric, repousse les invasions des Vandales et des Alains, écrase l'usurpateur Gildon en Afrique. Pendant une quinzaine d'années, Stylicone est l'empire d'Occident. Placidia grandit dans ce monde précaire. Elle apprend le latin classique, mais probablement aussi le grec. Elle étudie les écritures chrétiennes. Peut-être lit-elle Virgile et Cicéron. Elle apprend à se comporter comme une princesse impériale. Les gestes précis, les formules de politesse. L'art de la dignitas, cette dignité romaine qui doit transparaître dans chaque mouvement, chaque parole. Elle observe la cour, les courtisans qui s'inclinent, les eunuques qui murmurent des intrigues, les évêques qui débattent de théologie, les généraux barbares qui portent la toge mais gardent leur longue chevelure germanique. Vers 400, Placidia a environ 12 ans. C'est l'âge où les filles de l'aristocratie romaine sont souvent mariées. Mais pour une princesse impériale, le mariage est un acte politique majeur. Stylicone envisage probablement de la marier à l'un de ses fils pour renforcer son emprise sur la famille impériale. Mais les événements prennent un autre tournant. En 402, Alaric et ses Wisigoths envahissent l'Italie. Stylicone les repousse lors de la bataille de Pollentia. C'est une victoire, mais une victoire fragile. Les Wisigoths ne sont pas détruits. Ils se retirent, négocient, deviennent fédérés de l'Empire. Alaric reçoit un titre romain, des terres, de l'or. Il devient en théorie un serviteur de Rome. En pratique, il reste un chef de guerre gothique avec une armée de 30 à 40 000 guerriers qui attendent leur récompense. Les années suivantes voient Stylicone jongler entre les menaces. Les Wisigoths en Illyrie, les Vandales et Alains qui traversent le Rhin gelé en 406 et déferlent sur la Gaule, les usurpateurs qui se proclament empereurs en Bretagne et en Gaule. L'empire occidental se désintègre, province par province. La Bretagne est perdue, la Gaule est dévastée, l'Espagne est envahie par les Vandales. Seule l'Italie, l'Afrique du Nord et quelques portions de Gaule restent sous contrôle impérial effectif. En 408, tout s'effondre pour Stylicone. Une conspiration de cour, orchestrée peut-être par des officiers romains jaloux du pouvoir du barbare, convainc l'empereur Honorius que Stylicone complote pour placer son propre fils sur le trône. Honorius, faible et manipulable, ordonne l'arrestation de Stylicone. Le grand général se réfugie dans une église à Ravenne. Les soldats promettent de ne pas le tuer s'il sort. Il sort. Ils le décapitent immédiatement. Sa femme et ses enfants sont également exécutés ou exilés. La mort de Stylicone déclenche une catastrophe. Les troupes fédérées germaniques, qui lui devaient loyauté, se révoltent. Elles massacrent les familles des soldats barbares intégrés dans l'armée romaine. Des milliers, peut-être 30 000 personnes, femmes, enfants, vieillards, sont tués dans une orgie de violence xénophobe. Les survivants fuient vers Alaric.
l'armée wisigothique gonfle soudainement de dizaines de milliers de guerriers furieux et désespérés. Alaric demande réparation. De l'or, des terres, une reconnaissance formelle. Honorius, conseillé par des courtisans incompétents, refuse. Alors Alaric marche sur Rome. Pas sur Ravenne où se terre l'empereur dans ses marais infranchissables. Sur Rome, la ville éternelle, le cœur symbolique de l'Empire. C'est 408. Rome n'a pas été assiégée depuis des siècles, pas depuis Hannibal. Les murs auréliens sont solides, construits au IIIe siècle pour protéger une ville qui avait perdu sa confiance en sa propre invincibilité. Mais une ville ne peut pas résister longtemps sans ravitaillement. Alaric coupe les routes, bloque les aqueducs, attend. La famine s'installe. Le Sénat romain négocie, offre de l'or, de l'argent, des tissus précieux. Alaric accepte, lève le siège et se retire. Mais Honorius ne ratifie pas l'accord. Alaric revient, assiège Rome à nouveau en 409. Cette fois, il installe un empereur fantoche, Priscus Attale, un sénateur romain qu'il contrôle. Mais cette mascarade ne fonctionne pas. Alaric dépose Attale après quelques mois. En août 410, Alaric perd patience. Il assiège Rome pour la 3e fois. Et cette fois, quelqu'un à l'intérieur de la ville ouvre les portes. Peut-être des esclaves goths, peut-être des sympathisants, peut-être simplement des gens affamés qui préfèrent les barbares à la famine. Des Wisigoths entrent dans Rome. Le sac de Rome dure 3 jours. C'est un événement cataclysmique dans l'imaginaire du monde méditerranéen. Rome, la ville éternelle, conquise par des barbares. Les Goths pillent les palais, les villas, les temples. Ils prennent l'or, l'argent, les tissus, les œuvres d'art. Ils violent et tuent. Mais Alaric, chrétien arien, ordonne à ses troupes de respecter les églises. Les basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul deviennent des sanctuaires. Ceux qui s'y réfugient sont protégés. Et c'est là, dans le chaos du sac de Rome, que Galla Placidia entre vraiment dans l'histoire. Elle est capturée par les Wisigoths. Une princesse impériale, sœur de l'empereur, devient l'otage d'Alaric. Les sources ne nous disent pas exactement comment cela s'est passé. Était-elle à Rome quand la ville est tombée ? A-t-elle été capturée alors qu'elle essayait de fuir ? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est qu'à partir d'août 410, Placidia vit parmi les Wisigoths. Imaginez cette situation. Une princesse romaine de 22 ans, élevée dans le luxe et la dignité impériale, se retrouve prisonnière d'une horde barbare. Elle qui parlait latin classique doit maintenant entendre le gothique autour d'elle. Elle qui mangeait dans de la vaisselle d'or mange maintenant le ragoût des camps militaires. Elle qui était servie par des eunuques et des esclaves doit maintenant se débrouiller elle-même ou compter sur la bonne volonté de ses ravisseurs. Mais Placidia n'est pas une captive ordinaire. Elle est précieuse. Les Wisigoths savent qu'elle peut être échangée contre de l'or, des terres, des concessions politiques. Alaric la traite probablement avec un certain respect. Elle ne peut pas être maltraitée sans perdre sa valeur comme monnaie d'échange. Alaric ne profite pas longtemps de sa prise. Après avoir pillé Rome, il marche vers le sud avec l'intention de traverser en Afrique du Nord le grenier à blé de l'Empire. Mais une tempête détruit sa flotte improvisée. Il décide alors de remonter vers le nord. En décembre 410, quelque part en Calabre, Alaric meurt. Fièvre, maladie, nous ne savons pas exactement. Selon la légende, les Wisigoths détournent une rivière, enterrent leur roi dans le lit asséché avec un trésor, puis remettent la rivière dans son cours pour que la tombe ne soit jamais profanée. Vrai ou fausse,
cette histoire révèle le respect que les Goths avaient pour Alaric. Le successeur d'Alaric est Atolphe, peut-être son beau-frère. Atolphe est un homme différent d'Alaric, moins intéressé par le pillage, plus par l'intégration dans les structures romaines. Selon l'historien Orose, Atolphe aurait dit qu'il voulait d'abord détruire Rome et créer un empire goth, mais qu'il avait réalisé que les Goths ne pouvaient pas maintenir la civilisation sans Rome. Il voulait donc restaurer Rome, mais avec l'aide des Goths. Atolphe emmène les Visigoths hors d'Italie. Il traverse les Alpes et entre en Gaule en 412. La Gaule est un chaos. L'usurpateur Constantin III contrôle une partie du territoire. Les Burgondes s'installent dans l'est. Les Francs avancent du nord. Les Vandales, Alains et Suèves ravagent l'ouest avant de passer en Espagne. Atolphe manœuvre dans ce paysage fragmenté, cherchant un territoire où installer son peuple. Et Placidia ? Elle est toujours avec les Visigoths. 4 ans ont passé depuis sa capture. Elle a maintenant 26 ans environ. Elle parle probablement le gothique maintenant. Elle connaît leurs coutumes. Elle a vu leurs guerriers au combat. Elle a assisté à leurs assemblées où les décisions sont prises collectivement, si différentes de l'autocratie impériale romaine. Et quelque part pendant ces années, quelque chose change dans sa relation avec Atolphe. En janvier 414, à Narbonne dans le sud de la Gaule, Galla Placidia épouse Atolphe. C'est un mariage extraordinaire. Une princesse de la maison théodosienne, sœur de l'empereur d'Occident, épouse le roi des Visigoths, un barbare, un arien, considéré comme hérétique par l'Église romaine orthodoxe. C'est un scandale. C'est aussi un acte politique brillant. Le mariage est célébré avec une pompe qui mélange les traditions romaines et gothiques. Placidia porte une robe romaine. Atolphe porte des vêtements gothiques, mais aussi des insignes romains. Les cadeaux de mariage d'Atolphe à sa nouvelle épouse incluent 50 jeunes hommes portant chacun 2 grands plateaux, l'un rempli d'or, l'autre de pierres précieuses. C'est le trésor pillé à Rome, maintenant offert à une princesse romaine. L'ironie est frappante. Un notable romain, Priscus Attalé, l'ancien empereur fantoche, récite un épithalame, un poème de mariage, mélangeant les vers de Virgile et les louanges des nouveaux mariés. C'est une scène surréaliste. La civilisation romaine et la puissance barbare s'entrelacent dans une cérémonie qui symbolise le futur de l'Occident. Mais pourquoi Placidia accepte-t-elle ce mariage ? Est-elle contrainte ? Peut-être, au début. Mais après 4 ans passés parmi les Visigoths, peut-être voit-elle aussi une opportunité. Atolphe n'est pas un barbare sauvage. C'est un chef politique intelligent qui veut intégrer son peuple dans l'Empire plutôt que de le détruire. En l'épousant, Placidia devient reine des Visigoths. Elle a du pouvoir, de l'influence. Plus peut-être qu'elle n'en aurait jamais eu comme simple sœur d'empereur à Ravenne. Et il semble qu'il y ait eu de l'affection réelle. Les sources suggèrent qu'Atolphe respectait et peut-être aimait Placidia. Qu'elle, de son côté, trouvait en lui un partenaire intellectuel et politique. Ce n'était pas simplement un mariage de convenance. C'était une alliance entre 2 personnes remarquables, essayant de naviguer dans un monde en effondrement. L'empereur Honorius, à Ravenne, est furieux. Sa sœur, mariée à un barbare sans sa permission ? C'est une trahison. Ou est-ce une opportunité ? Les conseillers d'Honorius sont divisés. Certains voient en Atolphe un allié potentiel, d'autres un ennemi à détruire. Le généralissime romain, Constance, magister militum, a ses propres ambitions. Il veut Placidia pour lui-même. Épouser la sœur de l'empereur serait un coup politique majeur. En attendant, Atolphe et Placidia tentent de créer leur propre dynastie. En 415, Placidia donne naissance à un fils à Barcelone.
Il est nommé Théodose en honneur du grand-père, l'empereur Théodose Ier. C'est un nom lourd de signification. Un pont entre Rome et l'Ego. Un symbole d'une nouvelle ère où barbares et romains ne seraient plus des catégories opposées. Mais l'enfant meurt après quelques jours. Peut-être une naissance prématurée, peut-être une maladie infantile. La médecine de l'époque ne peut rien faire. Placidia et Ataulphe sont dévastés. L'enfant est enterré avec des honneurs impériaux dans une chapelle en argent. Le rêve d'une dynastie romano-gothique meurt avec lui. Peu après, le destin frappe à nouveau. En septembre 415, Ataulphe est assassiné à Barcelone. Un de ses propres serviteurs, un Goth nommé Dubius, le poignarde pendant qu'il inspecte ses chevaux. Les raisons de l'assassinat ne sont pas claires. Vengeance personnelle? Complot politique? Nous ne savons pas. Ce qui est certain, c'est qu'Ataulphe meurt et que Placidia se retrouve à nouveau vulnérable. Le successeur d'Ataulphe est Sigéric, un noble Goth hostile aux Romains. Il tue les enfants qu'Ataulphe avait d'un mariage précédent. Il humilie publiquement Placidia, la forçant à marcher à pied pendant des kilomètres parmi les captifs romains, comme une esclave ordinaire. C'est une tentative délibérée de détruire son statut, de montrer qu'elle n'est plus reine, mais simple prisonnière. Mais Sigéric ne dure qu'une semaine. Il est assassiné par ses propres nobles qui le trouvent trop extrême. Son successeur, Wallia, est plus pragmatique. Il comprend que les Visigoths ont besoin d'un accord avec Rome. Ils sont coincés en Espagne, harcelés par d'autres tribus barbares, manquant de ravitaillement. Wallia négocie avec Constance, le généralissime romain. L'accord est simple. Wallia rend Galla Placidia à Rome. En échange, Rome donne aux Visigoths 600 000 mesures de blé et les autorise à s'installer en Aquitaine, dans le sud-ouest de la Gaule. Les Visigoths deviennent fédérés officiels de l'Empire, chargés de combattre les autres barbares en Espagne au nom de Rome. C'est un accord gagnant-gagnant. Rome récupère sa princesse et obtient une armée pour combattre en Espagne. Les Visigoths obtiennent de la nourriture et un territoire. En 416, Placidia retourne à Ravenne après 6 ans d'absence. Elle a 28 ans. Elle a été captive, reine, veuve, humiliée, négociée comme une marchandise. Que pense-t-elle en voyant à nouveau les murs de Ravenne? Ressent-elle du soulagement, de l'amertume, de la nostalgie pour Ataulphe et la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble? Les sources ne nous le disent pas. Elles nous disent seulement qu'elle revient. Constance l'attend. Le généralissime qui a sauvé ce qui reste de l'Empire d'Occident veut sa récompense. Il veut épouser Placidia. Il fait pression sur Honorius. L'empereur, qui semble avoir eu une relation malsainement proche avec sa sœur, hésite. Mais Constance est indispensable. Il contrôle l'armée. Il a restauré un semblant d'ordre en Gaule et en Espagne. Honorius ne peut pas lui refuser. Placidia, selon les sources, résiste. Elle ne veut pas épouser Constance. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle l'a aimé Ataulphe et ne veut pas le trahir. Peut-être parce que Constance, bien que puissant, est beaucoup moins raffiné qu'Ataulphe. Les sources le décrivent comme un homme aux yeux proéminents, avec un long cou et une tête large, qui affectait une bonhomie grossière en public, mais était calculateur en privé. Pas exactement le prince charmant. Mais Placidia n'a pas vraiment le choix. En janvier 417, elle épouse Constance. Le mariage est forcé, mais Placidia est une survivante. Elle s'adapte. Elle comprend que dans ce nouveau monde, le pouvoir compte plus que les sentiments personnels. Et avec Constance, elle a du pouvoir. En 418, elle donne naissance à une fille, Justa Grata Honoria. En 419, elle donne naissance à un fils, Valentinien.
Ce sont les enfants de Constance, mais ils portent aussi le sang théodosien de Placidia. Ils sont les héritiers potentiels de l'Empire. Placidia n'est plus seulement sœur d'empereur. Elle est maintenant mère d'un futur empereur. En 421, Honorius élève Constance au rang de co-empereur. Constance III Auguste règne théoriquement aux côtés d'Honorius sur l'Occident. Placidia devient Augusta, impératrice. C'est une consécration de son statut. Elle n'est plus otage ou monnaie d'échange. Elle est au sommet de la hiérarchie impériale. Ses portraits apparaissent sur les monnaies. Elle porte la pourpre impériale. Elle siège dans les conseils impériaux. Mais cette élévation crée des tensions. L'empereur d'Orient, Théodose II, fils d'Arcadius et donc neveu de Placidia, refuse de reconnaître Constance comme co-empereur. Constantinople voit d'un mauvais œil cette ascension d'un général d'origine barbare. Les relations entre Orient et Occident se tendent. Et puis Constance meurt. En septembre 421, après seulement 7 mois comme empereur. Maladie probablement, peut-être une sorte de pleurésie ou pneumonie. Il meurt rapidement, laissant Placidia veuve pour la 2e fois. Elle a 33 ans, 2 enfants en bas âge, et une position précaire à la cour de Ravenne. Les relations entre Placidia et son frère Honorius se détériorent rapidement. Les sources parlent de jalousie, de soupçons, même de rumeurs d'inceste entre le frère et la sœur. Vraies ou fausses, ces rumeurs empoisonnent l'atmosphère. En 422, des émeutes éclatent à Ravenne. Des partisans de Placidia et d'Honorius s'affrontent dans les rues. Le sang coule. Honorius exile sa sœur. Placidia, avec ses 2 enfants et une escorte loyale, fuit vers Constantinople. Elle cherche refuge auprès de son neveu, l'empereur Théodose II. C'est un voyage dangereux, à travers une Méditerranée infestée de pirates. Mais elle arrive saine et sauve. Constantinople l'accueille. Théodose II, jeune homme pieux dominé par sa sœur Pulchérie, offre l'hospitalité à sa tante. Placidia passe 2 ans à Constantinople. 2 ans pendant lesquels elle élève ses enfants loin de l'Occident chaotique. Valentinien apprend le grec et le latin. Honoria reçoit une éducation digne d'une princesse. Placidia elle-même observe comment fonctionne l'Empire d'Orient, plus stable que l'Occident, plus riche, mieux administré. Une bureaucratie efficace, une armée professionnelle, des frontières sécurisées. Elle doit se demander pourquoi l'Occident ne peut pas atteindre cette stabilité. En août 423, tout change. Honorius meurt à Ravenne. Il a 39 ans, sans enfant, sans héritier direct. L'Empire d'Occident se retrouve sans empereur. Plusieurs candidats émergent. Des usurpateurs, des généraux ambitieux. Le chaos menace. Mais Théodose II a un candidat légitime. Valentinien, fils de Constance et Galla Placidia, petit-fils de Théodose Ier. Il n'a que 4 ans, mais il porte le sang impérial. Théodose II proclame Valentinien César, héritier désigné de l'Occident. Puis il prépare une expédition militaire pour installer l'enfant sur le trône. En 425, une armée orientale escorte Placidia et Valentinien en Italie. Il n'y a pas de grande bataille. Les généraux occidentaux acceptent Valentinien. L'alternative serait la guerre civile, et personne ne la veut vraiment. Le 23 octobre 425, à Rome, Valentinien III est proclamé Auguste, empereur d'Occident. Il a 5 ans. Et qui va gouverner pendant sa minorité? Sa mère, Galla Placidia Augusta. Pour la première fois dans l'histoire romaine, une femme devient régente officielle et reconnue de l'Empire. Pas en secret, pas comme une influence de l'ombre,
mais ouvertement, avec tous les pouvoirs impériaux. Les lois sont promulguées en son nom et celui de son fils. Les monnaies portent son portrait. Les ambassadeurs étrangers lui font allégeance. Placidia gouverne l'Empire d'Occident pendant 12 ans, de 425 à 437. 12 années cruciales pendant lesquelles l'Empire continue son lent effondrement. Mais sous son règne, ce qui reste de l'Empire occidental maintient une certaine cohérence. C'est un accomplissement remarquable dans un contexte de désintégration généralisée. Quel genre de dirigeante est Placidia ? Les sources la présentent de manière contradictoire. Pour certains historiens ecclésiastiques, c'est une pieuse bienfaitrice de l'Église. Elle construit des églises magnifiques. À Ravenne, elle fait construire le mausolée qui porte toujours son nom, avec ses mosaïques bleues et dorées extraordinaires. Elle soutient les évêques orthodoxes contre les hérétiques ariens. Elle correspond avec Augustin d'Hippone sur des questions théologiques. Pour les historiens laïcs, c'est une politicienne pragmatique, parfois impitoyable. Elle manœuvre entre les généraux barbares qui contrôlent réellement l'armée. Elle négocie avec les rois fédérés, Visigoths, Burgondes, Francs. Elle gère les relations complexes avec Constantinople. Elle doit constamment équilibrer les factions rivales à la cour de Ravenne. Son principal soutien militaire est Flavius Aetius, un Romain qui a passé des années comme otage chez les Huns et qui peut lever des armées uniques quand nécessaire. Mais Aetius est ambitieux. Placidia doit le contrôler tout en dépendant de lui. C'est un équilibre délicat. Quand Aetius devient trop puissant, elle soutient son rival Boniface. Quand Boniface menace de devenir trop indépendant, elle le rappelle d'Afrique. En 432, Boniface et Aetius s'affrontent militairement. C'est une guerre civile ouverte entre les deux principaux généraux de l'Empire. Ils se battent près de Rimini. Boniface gagne la bataille, mais est mortellement blessé. Il meurt peu après. Aetius fuit chez les Huns, rassemble une armée unique et revient imposer ses conditions. Placidia doit s'accommoder de lui. Elle le nomme Magister Militum, commandant en chef. C'est une défaite politique pour elle, mais elle n'a pas le choix. Pendant son règne, l'Empire continue de perdre du territoire. Les Vandales, menés par Genséric, traversent de l'Espagne en Afrique du Nord en 429. Ils conquièrent la province africaine, le grenier à blé de l'Empire occidental. Sans les revenus de l'Afrique, l'Empire s'appauvrit dangereusement. Placidia tente de négocier, d'acheter la paix, d'empêcher le désastre. Mais Genséric est implacable. En 439, il prend Carthage. L'Empire perd sa province la plus riche. En Gaule, les Visigoths s'étendent au-delà de l'Aquitaine qui leur avait été accordée. Ils prennent Narbonne, Toulouse. Ils deviennent un royaume de facto indépendant. Les Burgondes s'installent dans la vallée du Rhône. Les Francs contrôlent le nord. La Gaule romaine se réduit à quelques enclaves isolées. En Bretagne, la domination romaine s'effondre complètement. Les légions sont parties depuis des décennies. Les villes romaines sont abandonnées. Les Saxons, Angles et Jutes envahissent depuis la mer du Nord. La Bretagne romaine disparaît, remplacée par une mosaïque de royaumes anglo-saxons et de principautés britanniques. Placidia ne peut rien faire pour arrêter cette désintégration. Elle manque d'argent. Elle manque de soldats. L'armée occidentale n'est plus qu'une ombre. Les fédérés barbares sont peu fiables. Ils servent tant qu'on les paie, mais changent de camp si l'ennemi offre plus. La seule stratégie viable est la diplomatie. Jouer les barbares les uns contre les autres. Acheter la paix quand la guerre est impossible. Préserver au moins l'Italie et ce qui reste de la Gaule. Et au milieu de tout cela, Placidia doit gérer les affaires religieuses. L'Empire du 5e siècle est obsédé par la théologie. Chaque nuance de la doctrine chrétienne fait l'objet de débats passionnés, parfois violents. Arianisme contre nicéisme. Nestorianisme contre orthodoxie.
pélagianisme contre augustinisme, monophysisme contre diophysisme. Ces débats ne sont pas de simples querelles académiques. Ils divisent des communautés, provoquent des émeutes, influencent la politique impériale. Placidia est une nicéenne convaincue. Elle soutient l'orthodoxie définie au concile de Nicée. Elle restreint les ariens, qui nient la pleine divinité du Christ. Cela crée des tensions avec les fédérés germaniques, qui sont majoritairement ariens. Les Visigoths, les Vandales, les Burgondes, tous sont ariens. Placidia doit naviguer entre sa foi orthodoxe et la nécessité politique de travailler avec des hérétiques. Elle correspond avec les grands théologiens de son temps. Augustin d'Hippone, le plus grand penseur chrétien de l'époque, Cyril d'Alexandrie, Jean Cassien. Elle consulte les évêques sur les questions doctrinales. Elle convoque des synodes. Elle fait construire des basiliques magnifiques. À Rome, elle restaure l'ancienne basilique de Saint-Jean de Latran. À Ravenne, elle fait construire l'église de la Sainte-Croix. Son pieux lui gagne le soutien de l'Église, un soutien crucial dans un empire qui se désagrège. En 437, Valentinien III atteint sa majorité. Il a 18 ans. Officiellement, il peut gouverner seul. Placidia se retire progressivement des affaires publiques. Mais elle reste influente. Les ambassadeurs la consultent. Les évêques sollicitent son soutien. Elle est la douairière impériale, l'augusta mère, respectée et écoutée. Mais son rôle diminue. Valentinien III est un empereur faible, dominé par Aetius et plus tard par l'eunuque Héraclius. Il n'a pas la force de caractère de sa mère. Il préfère les plaisirs de la cour aux affaires d'État. Sous son règne nominal, c'est Aetius qui gouverne réellement, combattant les Huns d'Attila, manœuvrant entre les royaumes barbares. Placidia voit son fils devenir exactement le genre d'empereur faible qu'avait été son frère Honorius. Cela doit être frustrant. Elle a survécu à tant d'épreuves. Elle a gouverné un empire en effondrement avec autant de compétences que quiconque aurait pu le faire. Et maintenant, son fils gaspille cet héritage dans la médiocrité. En 450, sa fille Honoria provoque un scandale monumental. Honoria, maintenant trentenaire et toujours célibataire, a une liaison avec son intendant. Quand cela est découvert, Valentinien la punit sévèrement. L'intendant est exécuté. Honoria est fiancée de force à un sénateur terne et inoffensif. Désespérée, Honoria fait l'impensable. Elle envoie une lettre à Attila, le roi des Huns, avec son anneau, lui demandant de la sauver. Attila interprète cela comme une proposition de mariage et réclame la moitié de l'empire occidental comme dot. C'est une catastrophe diplomatique. Attila a maintenant un prétexte pour envahir l'empire. Il prétend venger l'honneur de sa fiancée. Valentinien et Aetius doivent gérer cette crise absurde causée par la rébellion d'Honoria contre son propre frère. Placidien intervient, tente de négocier, d'apaiser Attila. Mais la machine est en marche. Galla Placidia meurt le 27 novembre 450 à Rome. Elle a environ 62 ans. Les sources ne précisent pas la cause de sa mort. Probablement la vieillesse, peut-être une maladie. Elle est enterrée initialement dans le mausolée qu'elle avait fait construire à Ravenne, ce bâtiment en forme de croix grecque avec ses mosaïques extraordinaires. Le ciel étoilé, le Christ bon pasteur, les saints Pierre et Paul. Une architecture qui symbolise la piété et le pouvoir. Son sarcophage en marbre repose sous les mosaïques bleues et or. Mais le corps lui-même est perdu. Au Moyen Âge, des moines auraient trouvé le sarcophage avec un corps momifié assis sur un trône de cyprès vêtu de robes impériales. Mais quand ils l'ont ouvert, l'air a fait se désintégrer le corps en poussière. Vrai ou légende, cette histoire capture quelque chose du destin de Placidia. Une figure puissante, devenue poussière,
ses accomplissements presque oubliés. Que reste-t-il de Galla Placidia ? Dans l'imaginaire populaire, très peu. Elle n'est pas une figure iconique comme Cléopâtre ou Catherine de Russie. Les films hollywoodiens ne racontent pas son histoire. Les manuels scolaires la mentionnent à peine. Même dans les livres d'histoire sérieux, elle apparaît souvent comme une note de bas de page, la mère de Valentinien III, la régente pendant sa minorité. Pourtant, son histoire est extraordinaire. Capturée par des barbares lors du sac de Rome, mariée à un roi wisigoth, veuve et humiliée, remariée de force à un général romain, veuve à nouveau, exilée, puis régente de l'Empire, gouvernant pendant 12 ans un empire en désintégration, négociant avec des rois barbares, construisant des églises, manœuvrant entre les généraux ambitieux, préservant ce qui pouvait l'être d'un monde qui s'effondrait. Elle incarne la complexité de la chute de Rome. Ce n'était pas un événement soudain, une catastrophe brutale. C'était un processus long, complexe, fait de compromis et d'adaptation. Les Romains, comme Placidia, travaillaient avec les barbares parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils épousaient des rois goths, ils nommaient des généraux vandales, ils négociaient avec des fédérés uniques. La ligne entre Romains et barbares devenait floue. Placidia elle-même a traversé cette ligne plusieurs fois. Princesse romaine devenue reine barbare redevenue princesse romaine, puis impératrice et régente. Elle a vécu dans les deux mondes. Elle parlait latin et gothique. Elle comprenait la dignitas romaine et les assemblées guerrières germaniques. Elle était un pont entre deux civilisations. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle est oubliée. Nous préférons les narratifs simples. Rome contre les barbares, la civilisation contre la barbarie, le bien contre le mal. Des figures comme Placidia compliquent cette narration. Elles montrent que la réalité était beaucoup plus nuancée. Que les Romains et les barbares pouvaient s'allier, se marier, collaborer. Que la chute de Rome n'était pas une apocalypse, mais une transformation. Les historiens modernes réévaluent de plus en plus cette période. Ils parlent moins de chute et plus de transformation du monde romain. Ils montrent comment les royaumes barbares ont préservé beaucoup l'institution romaine. Comment l'Église a maintenu la continuité culturelle. Comment le latin a évolué en langue romane. Comment le droit romain a survécu. Comment l'idée de Rome a persisté pendant tout le Moyen Âge. Placidia fait partie de cette transformation. En épousant Atolphe, elle créait un précédent. Des alliances romano-barbares deviendraient communes. Les rois wisigoths, burgondes, francs épouseraient des princesses romaines ou vice-versa. Ces mariages créeraient des dynasties mixtes qui gouverneraient l'Europe post-romaine. En tant que régente, elle montrait qu'une femme pouvait gouverner efficacement. Elle préfigurait d'autres régentes médiévales. Blanche de Castille, Aliénor d'Aquitaine, Catherine de Médicis. Des femmes qui exerceraient le pouvoir au nom de leur fils ou mari, mais qui seraient souvent les véritables dirigeantes. Religieusement, son patronage de l'Église aidait à établir le christianisme comme la force unificatrice de l'Europe post-romaine. Quand les structures impériales s'effondraient, l'Église restait. Les évêques devenaient les véritables autorités dans les villes. Les monastères préservaient la littérature et le savoir. Et tout cela était soutenu par des mécènes comme Placidia. Le mausolée de Placidia à Ravenne reste l'un des plus beaux monuments du Ve siècle. Ces mosaïques, avec leur fond bleu profond et leurs figures dorées, sont des chefs-d'œuvre de l'art paléo-chrétien. Le Christ représenté comme un berger avec ses brebis. Les apôtres buvant à une fontaine. Les cerfs s'abreuvant, symbole des âmes assoiffées de Dieu. Ces images parlent d'un monde où le pouvoir temporel s'efface, mais où la foi promet l'éternité. Ironie du sort,
le mausolée ne contient probablement pas vraiment les restes de Placidia. Les historiens pensent qu'elle a été enterrée ailleurs, peut-être à Rome. Le bâtiment était probablement une chapelle palatine plutôt qu'un véritable mausolée. Mais la tradition l'a associé à elle, et c'est ainsi qu'il est connu. Le mausolée de Galla Placidia, un monument à une femme qui a gouverné un empire mourant. Après sa mort, l'Empire d'Occident a continué pendant encore 26 ans. Valentinien III a été assassiné en 454 par ses propres gardes après avoir lui-même tué Aetius dans un accès de jalousie paranoïaque. Sans Aetius pour défendre l'Empire, sans Placidia pour manœuvrer diplomatiquement, tout s'est rapidement effondré. Les Vandales de Genséric ont traversé de Carthage et ont saccagé Rome en 455. Un sac beaucoup plus destructeur que celui d'Alaric. Ils ont pillé la ville pendant 2 semaines, emportant même les tuiles de bronze dorées du temple de Jupiter capitolin. Une série d'empereurs fantoches s'est succédé. Pétrone Maxime, Avitus, Majorien, Libius Sévère, Anthemius, Olybrius, Glycerius, Julius Nepos. Des noms que personne ne se souvient. Certains régnaient depuis Rome, d'autres depuis Ravenne. Tous étaient contrôlés par des généraux barbares qui étaient les véritables maîtres de l'Italie. En 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, un adolescent, a été déposé par le général barbare Odoacre. Odoacre n'a pas pris le titre d'empereur. Il s'est simplement déclaré roi d'Italie, reconnaissant nominalement la suzeraineté de l'empereur d'Orient. L'Empire d'Occident avait cessé d'exister. Mais était-ce vraiment la fin de Rome ? Pas vraiment. L'Empire d'Orient a continué pendant 1000 ans de plus, jusqu'en 1453. Constantinople se considérait comme la vraie Rome. Ses empereurs portaient le titre de Basileus ton Romaion, empereur des Romains. Le droit romain y était codifié par Justinien. La culture grecque hellénistique et romaine y florissait. En Occident, les royaumes barbares préservaient des éléments de la romanité. Les rois francs se faisaient appeler successeurs des empereurs romains. Charlemagne serait couronné empereur par le pape en 800, ressuscitant symboliquement l'Empire d'Occident. Le Saint-Empire romain germanique prétendrait être l'héritier de Rome jusqu'à sa dissolution en 1806. L'idée de Rome n'est jamais morte. Elle s'est transformée, adaptée, réinventée. Et des figures comme Galla Placidia ont facilité cette transformation, en montrant qu'on pouvait être à la fois romain et travailler avec les barbares. Qu'on pouvait préserver les valeurs romaines même quand les structures impériales s'effondraient. Qu'on pouvait naviguer dans le chaos et maintenir un semblant d'ordre et de dignité. L'histoire de Placidia pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Que signifie la chute d'une civilisation ? Est-ce un effondrement brutal ou une transformation graduelle ? Comment les gens ordinaires, même les gens puissants, naviguent-ils dans des temps de grands changements ? Quand faut-il résister au changement et quand faut-il s'adapter ? Placidia a fait les deux. Elle a résisté quand elle le pouvait, défendant l'orthodoxie chrétienne, préservant les traditions impériales, maintenant la fiction de l'autorité romaine. Mais elle s'est aussi adaptée. Elle a épousé un barbare quand c'était nécessaire. Elle a négocié avec des rois qu'un empereur du IIe siècle aurait simplement détruits. Elle a survécu en comprenant que le monde changeait et qu'elle devait changer avec lui. Son histoire est aussi celle de la résilience des femmes dans un monde dominé par les hommes et la violence. Placidia n'a jamais commandé une armée. Elle n'a jamais gagné une bataille. Mais elle a survécu à 2 maris, à un frère hostile, à des généraux ambitieux. Elle a élevé ses enfants au sommet du pouvoir.
Elle a gouverné un empire pendant 12 ans. Elle a construit des monuments qui existent encore aujourd'hui. Elle l'a fait sans les outils traditionnels du pouvoir masculin. Sa force était dans la diplomatie, la négociation, le patronage religieux, les alliances matrimoniales. Elle a utilisé les outils disponibles aux femmes de son époque et les a maniés avec habileté. Elle montre que le pouvoir peut prendre beaucoup de formes différentes. Mais l'histoire l'a largement oubliée parce qu'elle était une femme. Les chroniqueurs médiévaux s'intéressaient davantage aux rois et aux guerriers. Les historiens modernes ont longtemps privilégié l'histoire militaire et politique sur les histoires de négociation et d'adaptation. Ce n'est que récemment que les historiens ont commencé à réévaluer le rôle des femmes comme Placidia. Nous découvrons qu'elle n'était pas seule. D'autres femmes ont exercé le pouvoir pendant la période de transformation du monde romain. Pulchérie, la sœur de Théodose II, qui a effectivement gouverné l'Empire d'Orient pendant des décennies. Eudocie, l'impératrice philosophe. Ariane, qui a choisi des empereurs et influencé la politique pendant des générations. Ces femmes ont façonné l'histoire tout autant que les empereurs mâles. Mais leurs histoires ont été marginalisées. Placidia mérite mieux. Son histoire devrait être aussi connue que celle de Constantin ou Théodose. Elle a vécu à l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire. Elle a été témoin et participante de la transformation du monde romain. Elle a navigué entre deux civilisations. Elle a gouverné avec compétence dans des circonstances impossibles. Sa vie nous enseigne que l'histoire n'est pas faite seulement de grandes batailles et de conquêtes héroïques. Elle est aussi faite de survie, d'adaptation, de compromis difficiles. Elle nous enseigne que les femmes ont toujours exercé le pouvoir, même quand les structures formelles le leur niaient. Elle nous enseigne que la chute d'une civilisation n'est pas une apocalypse, mais un processus complexe où les gens continuent à vivre, à aimer, à lutter, à espérer. Quand nous visitons Ravenne aujourd'hui et entrons dans le mausolée de Placidia, nous sommes enveloppés par la lumière bleue et dorée des mosaïques. Le Christ berger nous regarde avec des yeux sereins. Les étoiles scintillent sur le plafond voûté. C'est un espace de beauté et de paix, créé dans un monde de violence et de chaos. C'est l'héritage de Placidia. La beauté au milieu de la ruine, l'ordre au milieu du chaos, la foi au milieu du désespoir. Elle a vécu à une époque où tout semblait s'effondrer, où les certitudes anciennes disparaissaient, où les frontières se dissolvaient, où les identités se mélangeaient. C'était effrayant, c'était désorientant. Mais c'était aussi une époque de possibilités nouvelles. De nouvelles cultures émergeaient du mélange de Romains et de barbares. De nouvelles formes de pouvoir se développaient. Un nouveau monde naissait des ruines de l'ancien. Placidia a contribué à façonner ce nouveau monde. Pas en le conquérant, mais en y survivant. Pas en l'imposant par la force, mais en négociant son émergence. Elle est un symbole de cette période de transformation, une période que nous avons trop longtemps vue uniquement comme une période de déclin et de chute. Peut-être devrions-nous raconter son histoire différemment. Pas comme l'histoire d'une princesse captive ou d'une régente mineure, mais comme l'histoire d'une femme extraordinaire qui a navigué dans l'une des périodes les plus complexes de l'histoire humaine, qui a survécu à des catastrophes qui auraient brisé des personnes moins fortes, qui a gouverné avec sagesse quand le monde autour d'elle perdait tout repère, qui a laissé des monuments de beauté qui nous parlent encore 15 siècles plus tard. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire de la chute de Rome comme si c'était simplement l'histoire de faiblesse et de décadence? Peut-être parce qu'il est plus facile de blâmer la victime que de comprendre la complexité. Plus facile de dire que Rome est tombée parce qu'elle était devenue faible, que de reconnaître que des forces historiques massives, des migrations de peuples, des changements climatiques, des épidémies, des transformations économiques étaient en jeu. Placidia n'a pas pu arrêter ses forces. Personne n'aurait pu. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait.
Elle a maintenu la dignité impériale. Elle a préservé ce qui pouvait l'être. Elle a adapté ce qui devait l'être. Et elle a survécu. Dans un monde où tant d'autres ont échoué, cela seul est remarquable. Son histoire se termine en 450, mais son influence continue. Ses enfants et petits-enfants gouverneront l'Occident pendant encore une génération. Les églises qu'elle a construites resteront des centres de culte pendant des siècles. Les mosaïques qu'elle a commandées inspireront des artistes pendant des millénaires. Et son exemple, une femme exerçant le pouvoir suprême dans un monde d'hommes, restera un précédent, même si souvent oublié. L'histoire nous dit que seuls les forts survivent. Mais qu'est-ce que la force ? Est-ce la capacité de conquérir ? De détruire ? Ou est-ce la capacité de s'adapter, de négocier, de survivre quand tout s'effondre autour de soi ? Placidia nous montre qu'il existe différentes formes de force, et que parfois, la survie intelligente vaut plus que la victoire héroïque. Nous vivons nous-mêmes à une époque de grands changements. Les certitudes s'effondrent, les frontières se redessinent, les identités se transforment. Peut-être pouvons-nous apprendre quelque chose de Placidia. Comment naviguer dans le chaos ? Comment maintenir nos valeurs tout en s'adaptant aux réalités nouvelles ? Comment survivre avec dignité quand le monde change de manière incontrôlable ? L'histoire de Galla Placidia n'est pas simplement une curiosité historique. C'est une leçon sur la résilience humaine, sur la complexité du pouvoir, sur la force des femmes dans un monde qui nie leur force, sur la survie de la civilisation même quand ses structures s'effondrent. C'est une histoire qui mérite d'être racontée et retenue. Alors que la lumière bleue des mosaïques de Ravenne baigne le mausolée, que les étoiles dorées scintillent sur le plafond voûté, que le Christ berger veille éternellement sur son troupeau, nous pouvons nous souvenir. Nous souvenir de la femme qui a créé cette beauté, la femme qui a gouverné Rome pendant sa chute, la femme qui a survécu quand tant d'autres ont péri. Galla Placidia Augusta, impératrice, reine, régente, survivante. Je vous invite à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Bonne nuit et que l'histoire de Galla Placidia vous accompagne dans vos rêves.